une fois la loi adoptée, elle est mise à l'épreuve des tribunaux. Et en raison des décisions des tribunaux, elle doit parfois être modifiée. Parfois, son application est différée. Alors, pour nous en parler, je présente Mélanie Sanson, qui est professeure à la Faculté de droit. Merci, Maître Brière. Alors, normalement, là, je dois avoir vos dernières diapos. Je vais les passer en rafale rapidement. Vous aurez vu ce que j'ai fait. Voilà. Bon. Les gens n'ont pas vu. Bon. Alors, voilà. Bonjour à tous et à toutes. C'est évidemment un grand privilège là, de participer à cette journée d'études qui me semble être un franc succès. Je veux remercier les organisateurs pour leur invitation et les féliciter pour avoir su réunir des conférenciers d'un tel calibre en une seule journée. J'imagine pas le nombre de coups de téléphone et de courriels qui ont dû se faire pour réussir un tel tour de force. Alors, merci beaucoup. Les interventions ont jusqu'à maintenant porté essentiellement sur le processus de conception puis de rédaction de la loi. Ma conférence invite à faire un bond dans le temps et à s'intéresser à la façon dont la loi en vigueur peut faire l'objet d'un contrôle par les tribunaux et ultimement devoir parfois être réécrite par le législateur. Mon exposé portera donc sur le contrôle de constitutionnalité des lois et s'attardera plus spécifiquement aux remèdes possibles lorsqu'une loi est jugée inconstitutionnelle parce qu'en contravention à la Charte canadienne des droits et libertés. On verra qu'une forme de dialogue peut alors s'amorcer entre le tribunal et le législateur, qui peut devoir réécrire la loi pour en assurer la validité. Et cette validité-là peut par ailleurs parfois être à nouveau contestée devant la Cour. Je commencerai par rappeler que les lois ordinaires sont présumées constitutionnelles. Dans un système comme le nôtre, ce que ça signifie, c'est que le législateur fédéral et les législateurs des provinces sont présumés avoir entendu respecter le partage des compétences législatives. Par conséquent, celui qui conteste la constitutionnalité d'une loi en prétendant qu'elle déroge à la répartition des titres de compétences doit établir cette réalité. De la même façon, le législateur est présumé avoir entendu respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Il est également présumé avoir entendu respecter les lois quasi-constitutionnelles de protection des droits de la personne, par exemple la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. On parle alors d'une présomption de conformité aux lois fondamentales. Puisque les lois sont présumées constitutionnelles, la question de la constitutionnalité d'une loi ne peut pas être examinée d'office par le tribunal. Elle doit plutôt être soulevée en temps utile et faire l'objet d'un avis au procureur général suivant les dispositions du Code de procédure civile. Quel que soit le motif invoqué au soutien de cette prétention, il appartient à la personne qui met en question le caractère opérant ou l'applicabilité constitutionnelle d'une disposition d'une loi de faire la démonstration d'une contravention à la Constitution ou à une loi quasi-constitutionnelle selon le cas. Pour le tribunal, la présomption de constitutionnalité implique de privilégier une interprétation de la loi qui en préserve la validité. On rejoint ici la présomption de l'effet utile de la loi. Concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'entre deux interprétations possibles de la loi, le tribunal doit retenir celle qui tend à préserver la constitutionnalité de la loi. Autrement dit, lorsqu'une disposition législative peut être jugée inconstitutionnelle selon une interprétation ou constitutionnelle selon une autre interprétation, c'est la seconde qui doit être retenue. Cela dit, évidemment, on parle ici d'une présomption et cette présomption-là, elle peut être renversée. L'article 52.1 de la loi constitutionnelle de 82 permet de contester la validité d'une disposition incompatible avec la Constitution du Canada. Et on nous dit donc que la Constitution, en tant que loi suprême du Canada, rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Lorsqu'il s'avère impossible de concilier les dispositions contestées avec celles de la Constitution, plusieurs remèdes sont possibles. Le remède adéquat va dépendre de la nature de l'incompatibilité entre la loi et la Constitution. Parce qu'une loi peut contrevenir à la Constitution de différentes façons. Elle peut le faire en tout ou en partie. Elle peut le faire en raison de ce qu'elle dit. Elle peut le faire en raison de ce qu'elle omet de dire, par ailleurs. Et donc, dépendamment de la façon dont la loi contrevient à la Constitution, le remède variera. Donc, le tribunal peut choisir d'annuler la loi. Il peut choisir de retrancher certaines de ses dispositions.
Il peut ordonner que l'annulation soit suspendue d'effet. Il peut aussi procéder à une interprétation atténuée de la loi ou encore, à l'inverse, à une interprétation large de la loi. Tous ces remèdes-là sont des avenues possibles et en choisissant parmi ces remèdes possibles, le tribunal doit surtout veiller à ne pas empiéter sur le rôle du législateur. L'interprétation large, que l'on appelle le reading in, et l'interprétation atténuée, que l'on désigne comme le reading down, sont des solutions possibles lorsqu'un tribunal peut corriger la loi en l'interprétant d'une façon telle que sa portée devienne ainsi conforme à la Constitution. L'interprétation large, qui consiste à ajouter des éléments à la loi ou des précisions de manière à la rendre conforme à la Charte canadienne, est souvent illustrée par l'arrêt Wren. Alors, vous vous souviendrez peut-être, dans l'arrêt Wren, la Cour suprême a jugé que l'omission du législateur d'offrir une protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans la loi albertaine, eh bien, ça a été considéré comme une contravention à l'article 15 de la Charte canadienne d'une manière non justifiée par l'application de l'article 1er. Et donc, en conséquence, la Cour a eu recours à une interprétation large de façon à corriger la portée trop limitative de la loi. Donc, on a interprété la loi de façon à y inclure, mais par voie d'interprétation, l'orientation sexuelle parmi la liste des motifs de discrimination prohibés. Alors ça, c'est un exemple d'une interprétation large. La technique de l'interprétation atténuée est un remède possible lorsqu'un texte de loi s'avère incompatible avec la Charte canadienne en certaines circonstances seulement ou à l'égard de certaines personnes bien précises. En pareil cas, les tribunaux peuvent émettre en quelque sorte une directive d'application qui va faire en sorte que la portée de la loi va demeurer à l'intérieur des limites tracées par la Constitution. Par exemple, une disposition législative peut être lue de manière à exclure de son champ d'application les conseillers juridiques pour éviter une contravention au droit au secret professionnel. Alors, c'est un exemple qu'on a vu en jurisprudence. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour recourir à des techniques comme celle-là, il faut s'assurer qu'en fait, il est possible de recourir à de telles techniques s'il est très plausible de présumer que le législateur aurait voulu adopter la loi telle qu'elle se trouve ainsi modifiée par voie d'interprétation. Chaque fois qu'il y a plusieurs solutions possibles, chaque fois qu'il y a plusieurs solutions s'offrent au législateur, ou encore s'il n'est pas évident que le législateur aurait choisi d'adopter la loi de façon à ce qu'elle s'inscrive en conformité avec la Charte canadienne et avec la Constitution, à ce moment-là, le tribunal va juger plus prudent d'annuler purement et simplement la règle de droit, et c'est la solution la plus fréquemment retenue dans les faits. Cette déclaration d'invalidité qui survient alors peut être assortie d'une suspension. Alors, une suspension d'effet a pour but de permettre au législateur d'examiner la question et d'apporter une solution au problème de l'incompatibilité de la règle de droit avec la Charte de la manière qu'il le souhaite et en évitant que dans l'intervalle, il y ait vide juridique ou des conséquences contraires à l'intérêt public. Donc, dans un tel scénario, le tribunal ne prend pas l'initiative de modifier la portée de la loi par voie d'interprétation, mais il peut tout de même donner des indications au législateur quant à la manière de rendre la loi conforme à la Constitution. Et c'est notamment ce qu'a fait la Cour suprême dans un arrêt évidemment très, très connu qui est l'arrêt Carter. Alors, vous vous souviendrez que dans l'arrêt Carter de 2015, en fait, ce qui était en jeu, c'est la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prohibait l'aide médicale à mourir, notamment l'article 14 et l'alinéa 241B du Code criminel, qui criminalisait sans exception aucune le fait d'aider une personne à mettre fin à ses jours. La question à laquelle la Cour suprême devait ultimement répondre était celle de savoir si la prohibition de l'aide médicale à mourir violait les droits garantis aux demandeurs par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne. Alors, je vous rappelle, évidemment, l'article 7 protège les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, des droits auxquels l'État ne peut pas contrevenir de manière qui soit contraire au principe de justice fondamentale.
L'article 15, lui, offre des garanties en matière d'égalité. Alors, dans l'arrêt Carter, la Cour s'est prononcée uniquement au regard de l'article 7 de la Charte, estimant que la prohibition de l'aide médicale à mourir privait les personnes affectées de problèmes de santé graves et irrémédiables du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d'une manière non conforme à un principe de justice fondamentale. Plus spécifiquement, on a considéré que la portée de la prohibition de l'aide médicale à mourir était excessive. La Cour a en outre jugé que l'alinéa 241B du Code criminel et l'article 14 du Code n'étaient pas sauvegardés par l'application de l'article 1er de la Charte canadienne. Alors, partant de là, il fallait à la Cour déterminer la réparation adéquate. Et la Cour a déclaré nul l'alinéa 241B et l'article 14 du Code criminel en ajoutant du même souffle qu'il appartenait au Parlement ou aux législatures des provinces de répondre, s'ils choisissaient de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les motifs. Et donc, parlant des motifs de la Cour suprême, la Cour s'est montrée quand même très précise, elle a donné des indications très précises quant à la façon dont les articles devraient se lire, en précisant que donc les dispositions qui étaient ici validées était nulle dans la mesure où elle prohibait l'aide d'un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui, premièrement, consent clairement à mettre fin à sa vie et qui, deuxièmement, est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. La prise d'effet de la déclaration d'invalidité a été suspendue pendant 12 mois pour allouer aux législateurs le temps nécessaire pour réécrire le Code en fonction de ces balises données par la Cour. La durée de la suspension par la suite a été prolongée en 2016 pour une durée de 4 mois pour tenir compte d'une interruption des travaux parlementaires due à une élection. Le 17 juin 2016, la loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois a reçu la sanction royale et les articles 241 à 241.4 portant sur l'aide médicale à mourir sont entrés en vigueur. Parmi ceux-ci, l'article 241.2 que vous avez ici à l'écran prévoit les critères que doit satisfaire une personne pour recevoir l'aide médicale à mourir, dont le fait que sa mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible. Parce qu'on indique ici que la personne doit être affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, et on précise par la suite que pour être affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables, il faut que la mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible. Alors, c'est ce que prévoyait le Code en 2016. Ça a été mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui. Parallèlement à tout ça, au Québec, il y a eu débat sur l'aide médicale à mourir, un débat qui a mené au dépôt du projet de loi 52, devenu en 2014 la loi concernant les soins de fin de vie. L'article 26 de la loi québécoise prévoyait aussi l'exigence que la personne soit en fin de vie. Vous le voyez ici, dans la version initiale. Et tant les dispositions du Code criminel relatives à l'aide médicale à mourir que cette disposition de la loi concernant les soins de fin de vie du Québec ont été contestées. Et dans l'affaire Truchon, dans la décision Truchon, en fait, la Cour supérieure du Québec a déclaré contraire aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne, l'article 241.2 paragraphe 2D du Code criminel, qui exigeait que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible, et a jugé contraire à l'article 15 de la Charte, l'article 26.3 de la loi concernant les soins de fin de vie au Québec, disposition qui exigeait donc que la personne soit en fin de vie. Ces dispositions-là ont été déclarées inopérantes et sans effet, et la déclaration d'invalidité a, cette fois encore, été suspendue pour permettre la réécriture de la loi, chose qui a été faite. Donc, le Code criminel a été à nouveau modifié par le projet de loi C7, la loi modifiant le Code criminel, aide médicale à mourir. Et maintenant, on voit que l'exigence de mort naturelle, en fait, que l'exigence que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible a été abrogée dans l'article 241.2. La loi du Québec, la loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives a aussi été modifiée en 2023 avec pour objectif bien précis, on le voit ici, de donner suite aux conclusions de la Cour dans l'affaire Truchon. Et
cette fois encore, le critère de fin de vie a été retiré de la loi. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, on a cherché à donner suite aux indications données, cette fois par la Cour supérieure dans l'affaire Truchon. Je vous donnerai un autre exemple de réécriture de la loi après une déclaration d'invalidité. Et je prendrai cette fois l'exemple qui a opposé le procureur général à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui porte sur la loi sur l'équité salariale. Alors, on sait que en 96, le Québec a adopté la loi sur l'équité salariale en vue de remédier à la discrimination salariale systémique à l'égard des femmes. La loi établit un processus visant à faire en sorte que les employeurs versent un salaire égal pour un travail de valeur égale. En vertu des articles 40 à 43 de cette loi, qui sont maintenant abrogés, les employeurs avaient initialement l'obligation continue de maintenir l'équité salariale et de faire les ajustements salariaux nécessaires. Voyant que les employeurs étaient peu portés à remplir leurs obligations en vertu de cette loi, la loi elle a été modifiée en 2009 et on a allégé les obligations des employeurs et on a remplacé l'obligation continue de maintenir l'équité salariale par un système d'évaluation obligatoire tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, l'employeur faisait l'objet d'une vérification, mais ce qui est particulier, c'est que les résultats de cette évaluation-là faisaient l'objet d'un affichage, et c'est uniquement à partir de l'affichage de ce constat qu'il pouvait y avoir d'iniquité que des ajustements salariaux s'imposaient. Autrement dit, il n'y avait pas de portée rétroactive. Donc, on évaluait aux 5 ans, mais si l'iniquité datait de 3 ans, les ajustements salariaux étaient juste pour le futur, juste à partir du constat de l'iniquité salariale. Et ça a fait l'objet donc d'une contestation sur la base de l'article 15 de la Charte canadienne. Et la Cour suprême, de fait, a conclu que, notamment l'article 76.5 de la loi sur l'équité salariale, qui prévoyait que les ajustements salariaux s'appliquaient uniquement à la compter de la date de l'affichage des résultats du processus d'évaluation, eh bien, ça avait pour effet de perpétuer une inégalité salariale dont sont victimes les personnes qui occupent des emplois à prédominance féminine. Et donc, on y a vu une contravention à l'article 15 de la Charte canadienne, et la disposition n'a pas été sauvegardée par l'application de l'article 1er, cette fois encore. La Cour suprême explique bien dans ses motifs ce qui accroche. Ce n'est pas que l'évaluation se fasse aux 5 ans, c'est simplement le fait que les ajustements salariaux ne soient pas rétroactifs, mais valent seulement pour le futur. Ainsi, la Cour suprême dit, si par exemple l'article 76.5 avait exigé que les ajustements salariaux s'appliquent à compter de la date de la réapparition de l'iniquité salariale, il n'y aurait pas eu d'effet discriminatoire. Alors, bien sûr, lorsque la loi a été réécrite, parce que c'est ce qui s'est produit, la déclaration d'invalidité a été suspendue pour permettre la réécriture de la loi, et donc, le 10 avril 2019, sont entrées en vigueur des modifications législatives qui ont rendu l'ajustement salarial dû à compter de la date de l'iniquité, non pas à compter de la date de l'évaluation. Alors, on voit encore une fois ce souci de donner suite aux indications données par la Cour suprême. Maintenant, l'article 76.5 dit que tout ajustement est dû à compter de la date de l'événement ayant généré cet ajustement. Donc, à partir de la réapparition de l'iniquité salariale. Et on voit bien dans les travaux qui ont mené à cette modification législative que l'objectif, c'est de répondre aux instructions de la Cour suprême du Canada. Je vais donner un dernier exemple, ce sera ma forme de conclusion, pour parler d'une décision très, très récente qui, évidemment, a fait beaucoup réagir. C'est l'exemple tout récent de la décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire VM contre le directeur de l'État civil. Alors, vous savez que dans une décision très médiatisée rendue le 25 avril dernier, la Cour supérieure, sous la plume du juge Garin, a déclaré inopérant 44 articles du Code civil qui n'admettent que 2 liens de filiation pour un enfant. Ces dispositions ont été jugées incompatibles avec le paragraphe 15.1 de la Charte canadienne d'une manière qui ne puisse se justifier au terme de l'article 1er de la Charte. Alors, la Cour est parvenue à cette conclusion-là en reconnaissant que le statut familial
dont le fait d'appartenir à une famille pluriparentale est un motif analogue de discrimination prohibé par le paragraphe 15.1 de la Charte canadienne. Ici, l'incompatibilité du Code civil avec la Constitution résulte de la portée trop limitative du régime légal québécois de filiation qui limite la filiation à 2 parents et qui ne reconnaît donc pas la réalité des familles pluriparentales, c'est-à-dire des familles qui comptent 3, 4 parents, peut-être plus, sait-on jamais. Les demandeurs ont donc soumis que la réparation à l'espèce, en fait, les demandeurs ne recherchaient pas une déclaration générale d'invalidité des dispositions. Ce qui était demandé, c'est plutôt une interprétation large, un petit peu comme dans l'arrêt Vrend, une interprétation large des dispositions du Code civil qui ferait en sorte de reconnaître la possibilité de reconnaître plus de 2 liens de filiation. Et la Cour a refusé de procéder de cette façon-là, estimant qu'il revenait plutôt au législateur de mettre en place un régime de filiation autorisant la reconnaissance légale de plus de 2 parents. La Cour écrit que il est raisonnable de croire que si le législateur avait su que la limite de 2 parents était discriminatoire et inconstitutionnelle, il aurait adopté un régime de filiation autorisant la reconnaissance légale de plus de 2 parents. Mais quel serait ce régime? Et là, la Cour qui tient compte du fait que dans d'autres provinces canadiennes, on reconnaît la possibilité de plus de 2 parents, mais en établissant des critères, des conditions. Et on nous dit, le législateur québécois voudra sans doute lui aussi établir certains critères, certaines conditions. Et il faut lui offrir la possibilité de choisir parmi les solutions possibles. C'est son rôle. Il ne revient pas au tribunal de prendre la place des élus et de choisir parmi les solutions possibles. Donc, une forme de retenue ici de la part de la Cour supérieure. Et la Cour écrit « Les tribunaux ne peuvent pas s'ériger en légistes ». Ils ne peuvent pas apporter de multiples modifications au Code civil et sans doute un grand nombre d'autres lois afin de permettre que plus de 2 liens de filiation soient légalement reconnus avec la clarté et la certitude requises. Donc, en l'espèce, l'interprétation large qui était demandée n'aurait pas permis une sécurité juridique suffisante, aurait pu amener la confusion. Et donc, on a jugé plus sage là de donner l'occasion aux législateurs de faire ses devoirs. On nous dit qu'ici, il faut être respectueux des rôles institutionnels différents des tribunaux et du législateur et que le redressement approprié consiste donc en une simple déclaration d'invalidité. Évidemment, c'est un exercice complexe là qui s'annonce. On avait demandé un délai de 24 mois, une suspension des faits de 24 mois de cette déclaration d'invalidité. La Cour supérieure accorde 12 mois au législateur pour revoir la loi en disant que même si on voit bien qu'il y a des choix de nature politique qui s'annoncent, c'est une tâche qui présente son lot de complexité, mais néanmoins, assurer la concordance, la conformité de la loi avec la Constitution doit être dans les priorités de l'ordre du jour législatif. Et donc, dans ce contexte-là, un délai de 12 mois apparaît suffisant à la Cour supérieure. Évidemment, à ce stade, la question demeure de savoir si le procureur général décidera de porter la décision en appel, parce que, bien sûr, les déclarations d'invalidité sont souvent portées en appel. C'est ce qui fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter. Vous me permettrez de souligner en terminant, je vais prendre un instant pour souligner la contribution à la préparation de cette conférence de M. Simon Desjardins, qui en fait est étudiant au baccalauréat à la faculté de droit de l'Université Laval, qui était mon auxiliaire de recherche au cours de l'hiver et qui m'a aidé dans la préparation de cette conférence. Et j'avais bien dit à Simon que je soulignerais l'excellence de son travail dans ce projet. Simon a perdu la vie accidentellement le mois dernier. Alors, vous comprendrez que c'était particulièrement important pour moi de souligner la qualité et de le remercier publiquement là, pour son travail dans ce projet-là. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. La journée était bien remplie. C'est pas facile d'être la dernière à prendre la parole. Je vous remercie de votre attention.